Bonjour. L'objectif de cette capsule vidéo est de présenter la fusariose de l'épi. Nous allons d'abord présenter l'agent responsable de la maladie, d'où il vient, et ensuite nous allons présenter les différents facteurs de risque et comment le champignon infecte les différentes espèces de céréales. La fusariose de l'épi est une maladie des céréales qui entraîne des pertes de rendement, mais elle est surtout préjudiciable par la présence dans les grains de substances qui sont toxiques pour les humains et les animaux qui en consomment. Ces substances, aussi appelées mycotoxines, sont produites par les champignons pathogènes du genre Fusarium qui infectent les épis des céréales ou de la pénicule dans le cas de l'avoine au moment de l'épiaison-floraison. La toxine qui est sans doute la plus connue est le désoxynivalénol, que l'on appelle aussi DON et que vous connaissez probablement mieux sous le nom de vomitoxine. Il y a environ 17 espèces de fusarium qui sont associées à la maladie, dont le Fusarium graminearum qui produit la vomitoxine. Les fusariums se conservent sur les résidus de culture et produisent leurs spores infectieuses sur les résidus laissés à la surface du sol. Les spores atteignent les épis, soit par les éclaboussures de pluie ou par leur éjection à partir des résidus de culture, ou finalement par les masses d'air qui transportent les spores issus du champ ou des champs voisins. Maintenant, les facteurs de risque. Le principal facteur, c'est le climat. La pluie, les températures. Le climat compte pour environ 50 de la manifestation de la maladie et on n'a aucun contrôle sur ce facteur. C'est pour cette raison que le producteur doit utiliser tous les moyens de lutte qu'il a à sa disposition pour réduire le plus possible l'incidence de cette maladie. Parmi les moyens que le producteur peut utiliser pour réduire l'incidence de la fusariose, c'est la rotation avec des cultures non sensibles comme le soya. Dans une rotation adéquate, le soya suit le maïs. On voit bien ici les résidus qui vont se dégrader pendant l'année avant de revenir avec une céréale. Une rotation à proscrire est lorsque la céréale suit le maïs. Comme on peut voir ici, le maïs produit une grande quantité de résidus qui est un substrat de choix pour la conservation des fusariums et la production de spores. Dans le cas d'un semi-direct qui laisse plus de résidus au sol, c'est d'autant plus important d'avoir une rotation adéquate, comme ici une céréale qui suit un soya. Il peut rester des résidus de maïs en surface même après 2 ans, comme on voit ici. Un moyen de lutte assez simple est l'utilisation d'un cultivar résistant à la fusariose. La différence de sensibilité des cultivars se manifeste par l'intensité des symptômes et le contenu des toxines dans les grains, des caractères attribuables à la génétique de la plante. L'atelier céréales du réseau Grande Culture du Québec, qui évalue la performance agronomique des cultivars de céréales, procède aussi à des évaluations de sensibilité à la fusariose dans des essais sous inoculation artificielle avec différentes souches de Fusarium graminearum. Pour le blé et l'orge, les essais sont réalisés à 3 stations et pour l'avoine à 1 station. Certaines stations disposent d'un système d'irrigation pour favoriser l'infection et le développement de la maladie. Pour le blé, les critères utilisés pour juger de la sensibilité d'un cultivar sont le pourcentage d'épillets fusariés et le contenu des grains en DON. Pour l'orge et l'avoine, on tient compte du contenu en DON seulement. Pour établir la cote de sensibilité qui est publiée dans la brochure du RGCQ, le cultivar doit avoir été testé au moins 3 ans en présence de témoins, dont le degré de sensibilité est connu. L'échelle de classement va de 1 à 9, 1 étant peu sensible et 9 extrêmement sensible. Elle est utilisée pour toutes les céréales. Il est alors possible de comparer les cultivars entre eux, quelle que soit l'espèce. L'averse est un facteur de risque important. Il faut l'éviter le plus possible pour ne pas mettre les épis dans des conditions d'humidité extrême qui favorisent le développement de la maladie. De telles conditions peuvent venir à bout des cultivars les plus résistants. Il y a des différences quant à l'infection et au développement du champignon entre les différentes espèces de céréales, soit le blé, l'orge et l'avoine. Chez le blé, la période critique d'infection, c'est lors de la floraison, lorsque les anthères sortent de la fleur. Les anthères sont l'extrémité des étamines, donc les spores qui sont sur les anthères, si l'humidité est présente, vont germer et pénétrer jusqu'à l'intérieur de la fleur et causer l'infection.
Et c'est à ce moment-là que les dommages sont les plus importants de stérilité et de production de toxines également. Le Fusarium graminearum fructifie sur des résidus de culture comme sur ces résidus de maïs. Les fructifications, ici des péritès, contiennent des ascospores, lesquels sont éjectés lorsque suffisamment d'humidité pénètre à l'intérieur des péritès. Une fois éjectés, les ascospores sont transportés par les mouvements d'air ascendants vers les inflorescences et les étamines qui, comme dans le cas du blé, constituent des portes d'entrée pour le champignon. Une fois sur les inflorescences, les spores germent rapidement en présence d'humidité. Un filament nommé mycélium émerge des spores. Il s'agit de la forme végétative du champignon. C'est ce filament qui pénètre ici dans les tissus des étamines. C'est l'infection. Le mycélium poursuit sa croissance jusqu'à l'intérieur de la fleur où le grain est en formation. Une fois à l'intérieur de la fleur, le mycélium pénètre dans le grain immature. Pendant leur croissance, les fusariums produisent des substances toxiques nommées mycotoxines qui facilitent leur progression dans les tissus. Dans le cas du blé, le mycélium pénètre aussi jusqu'à l'intérieur de l'axe central de l'épi, le rachis, où se situe le système vasculaire qui alimente les épillets en eau et en nutriments. Lorsque le mycélium envahit ces vaisseaux, il bloque le transport de la sève. Les épillets ainsi privés de leurs nutriments blanchissent et meurent prématurément. Dans le rachis, le champignon prolifère habituellement vers le bas et peut infecter d'autres épillets. Les symptômes caractéristiques d'épillets blanchis ou fusariés sont généralement visibles 2 à 3 semaines après l'infection. Souvent, une coloration rose saumon dénotant la présence de macroconidie, un autre type de spore produite par les fusariums, apparaît sur les glumes, le plus souvent en bordure. Ici, ce qu'on veut montrer, c'est que dans le cas de cet épi-là, qu'il y a eu 3 points d'entrée du champignon, ici, ici et ici. On voit bien les symptômes d'épillets blanchis. Donc, le champignon a pénétré dans le rachis. On peut voir une petite décoloration ici au niveau du rachis. Bloquer le transport de la sève vers les épillets supérieurs. Ici, on peut voir qu'il a commencé à avoir de l'échaudage et les grains vont être beaucoup plus petits. Donc, au niveau du rendement, ça a un effet. Et on peut voir qu'il y a eu, le champignon a aussi infecté l'épillet du bas. Alors, l'infection de la fusariose chez l'orge se réalise lorsque les épis sont accessibles par les spores du champignon. Et les champignons viennent tout simplement germer sur les épis, sur les pièces florales. Et puis, le champignon poursuit sa course principalement par l'extérieur de la plante. Donc, ce n'est pas comme dans le cas du blé, une invasion de la fleur qui va ensuite se propager à l'intérieur du rachis. Il y a aussi des différences structurelles entre l'orge à 6 rangs et l'orge à 2 rangs qui expliquent une partie de la résistance différentielle entre les orges à 2 rangs et les orges à 6 rangs. Ici, nous avons une orge à 6 rangs. On comprend que l'infection du champignon se fait sur les glumes, donc les pièces florales de l'orge à 6 rangs, et c'est facile pour le champignon d'infecter les épillets voisins, soit en haut ou en bas, ou tout simplement les épillets qui sont regroupés autour d'un même point d'ancrage de l'épi. Dans le cas de l'orge à 2 rangs, il y a beaucoup moins de fleurs, ou c'est-à-dire d'épillets sur un même épi. Il y a une meilleure aération. Et le champignon qui peut infecter a moins de grains à infecter, c'est-à-dire il peut se déplacer, mais il touchera moins de grains, d'où souvent une partie qui explique une meilleure résistance ou des niveaux en toxines moindres dans le cas de l'orge à 2 rangs. Ce qu'on peut voir ici, c'est 2 points d'infection. Donc ici, avec la tache brune, et ici aussi avec les taches brunes. Donc le champignon a pénétré
et s'est propagé par voie externe vers les épillets voisins. On peut voir que dans le cas de l'orge, les taches sont brunes, donc il n'y a pas ici, dans ce cas-ci, d'échaudage comme dans le cas du blé, d'épillets blanchis. Et dans le cas de l'orge, ces symptômes-là peuvent être confondus avec ceux de d'autres maladies, comme les taches foliaires qui peuvent se propager jusqu'au glume de l'épi. On peut voir quand même dans ce cas-ci que, vu qu'il n'y a pas de taches foliaires au niveau de la feuille étendard, on peut présumer que c'est vraiment de la fusariose. La fusariose ne produit pas de taches sur les feuilles. Dans le cas de l'avoine, donc, on a affaire à une inflorescence qui est très différente que celle du blé ou de l'orge. On a une panicule qui est beaucoup plus aérée et large. Les épillets, qu'on aperçoit ici, sont portés sur des pédoncules. On comprend que le fusarium infecte au niveau, à un point ponctuel, par exemple un épillet ici, et c'est difficile pour le champignon de se propager aux autres épillets. C'est un avantage de l'avoine en ce qui concerne le développement de la fusariose. Donc ici, on peut voir qu'il y a un épillet qui est fusarié. On voit même qu'ici, le petit bout du rachis, si on peut dire, a été touché. Donc, les symptômes ressemblent beaucoup à ceux qu'on retrouve chez le blé, donc un blanchiment des épillets. Ici, on a des épillets qui sont échaudés de façon naturelle, probablement par une chaleur excessive. Dans le cas de l'avoine, ça se produit. Donc, on peut quand même voir la différence entre les deux. Il vaut la peine d'expliquer comment se développe la période de la floraison chez le blé. En fait, d'expliquer un peu comment arrive l'épiaison et comment on peut voir la floraison se développer. Ce que vous voyez au champ, c'est des étamines. On est en pleine période de floraison ici. À ce moment-ci, l'infection a déjà été réalisée. La floraison commence au centre de l'épi et progresse vers les extrémités. À l'épiaison, le producteur devra vraiment examiner son champ, donc être attentif pour pouvoir intervenir s'il y a lieu au bon stade de développement de la culture. Donc, il ne faut vraiment pas attendre d'atteindre des stades aussi avancés lorsque l'épi est vraiment dégagé au-dessus de la feuille étendard. Il faut vraiment examiner le champ au moment où l'épi émerge de la feuille étendard, c'est-à-dire commencer à examiner votre culture lorsque vous voyez apparaître les épis qui se dégagent de la gaine. Ils se dégagent complètement de la gaine et à ce moment-là, préparer les interventions s'il y a lieu. Nous aurons une prochaine capsule sur la fusariose de l'épi qui va montrer précisément les stades d'intervention. Les fongicides ont un effet curatif limité. Ils doivent donc être appliqués au moment de l'infection, soit environ 3 semaines avant l'apparition des symptômes. La décision d'appliquer ou non un fongicide est alors difficile. Pour y arriver, il faut tenir compte des conditions climatiques qui ont prévalu les jours précédant le stade épiaison-floraison, soit les précipitations, la température et l'humidité relative, et aussi consulter les prévisions météorologiques pour les quelques jours à venir. Pour aider les producteurs à prendre une décision, le Réseau d'avertissement phytosanitaire, ou RAP, publie 2 à 3 fois par semaine des avertissements donnant, pour chacune des régions, le niveau de risque d'infection des champs rendus au stade épiaison-floraison. Ces avertissements peuvent être consultés via le site Internet d'AgriRéseau. La maturité du grain est un facteur à considérer. Le producteur ne doit pas tarder à récolter lorsque le grain a atteint la maturité. La maturité du grain, c'est lorsque le grain n'est pas marqué par l'ongle. Le niveau d'humidité à ce moment-là dans le grain est d'environ 14 %. On peut récolter plus précocement, c'est-à-dire à des niveaux d'environ 16-17 % d'humidité. Certains peuvent même aller jusqu'à 18 %. Mais il faudra absolument s'assurer à ce moment-là de sécher adéquatement le grain, généralement à basse température, mais bien surveiller le grain pour l'assécher, baisser sa respiration, abaisser sa température, abaisser son contenu en humidité en deçà de 14 ou 13,5 degrés pour une excellente conservation.
Ça favorise aussi l'arrêt du développement de la fusariose qui peut être présente sur les grains et le développement de toxines. Le producteur n'a vraiment pas avantage à attendre après avoir obtenu la maturité du grain. Il y a plusieurs avantages à récolter au bon moment. On prévient les dommages, c'est-à-dire des pailles qui cassent, la surmaturité, l'égrenage et une perte de qualité du grain. Par exemple, l'indice de chute du grain peut être affecté si on tarde à récolter. Donc, pour toutes ces raisons, tant la fusariose que d'autres facteurs de qualité du grain, on a avantage à récolter soit maturité du grain ou légèrement avant ce stade. Après maturité, les mécanismes de défense de la plante ne sont plus effectifs. Le champignon, dès qu'il y a une pluie ou un peu plus d'humidité, peut continuer son développement et par conséquent produire plus de toxines. Donc, c'est important de récolter à maturité, ne pas trop dépasser. En conclusion, la fusariose est un problème vraiment important. C'est la raison pour laquelle il faut mettre à profit et combiner tous les moyens de lutte pour arriver à un bon résultat.